Bonjour et bienvenue au podcast Connexion Primordiale. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en balade avec Paul. On a débuté une série sur les différents schèmes, différents réflexes. Et là, on va parler d'un réflexe archaïque majeur, le réflexe de Moreau. Avant de commencer, si vous écoutez ce podcast sur une plateforme, que ce soit YouTube, que ce soit Spotify ou ailleurs, plus vous mettez des cœurs, des j'aime, des likes, des trucs comme ça, plus nous on monte dans les algorithmes et plus ça fait connaître le podcast et plus les différents algorithmes, que ce soit YouTube ou autres, feront connaître notre podcast auprès d'autres gens qui pourraient bénéficier de ça. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner si vous êtes plutôt Spotify, sur Spotify, YouTube. Encore une fois, on est disponible sur toutes les plateformes Android. Donc si vous avez un téléphone Android et que vous avez une application de podcast, eh bien, vous pouvez tout simplement dans votre application de podcast faire une recherche du podcast Connexion Primordiale et vous abonner. Ce sera beaucoup plus facile pour nous écouter, beaucoup plus ergonomique. Donc voilà. Aujourd'hui, le réflexe de Moreau, alors son vrai nom, c'est réflexe d'embrassade de Moreau. C'est intéressant parce que Moreau, lui, a parlé de réflexe d'embrassade. Et puis évidemment, après, les gens ont appelé ça réflexe de Moreau, le découvreur du réflexe. Mais lui a parlé, c'était en allemand. J'ai pas la date en tête, là, je crois que c'est c'est assez ancien, cette découverte du réflexe de Moreau. 1904, un truc comme ça. Oui, c'est possible parce que Moreau, il est né au 19e siècle, il est mort en 1951. Donc voilà, et c'est en tout cas au début du XXe siècle, Moreau a découvert ce réflexe. Alors ce réflexe d'embrassade de Moreau, il y a pas mal de choses à dire dessus. Bon, c'est un réflexe extrêmement populaire, très très connu. D'une part, parce qu'il est connu de tous les médecins, puisque s'il fait partie de ces fameux réflexes qui sont observés à la naissance. Ou à la naissance ou à la maternité, à J2, J3. Mais en tout cas, les pédiatres vont observer un certain nombre de réflexes à la naissance. Donc, ce que je sais qui est testé systématiquement, c'est le Moreau, le réflexe d'agrippement de la main, donc agrippement palmaire, le réflexe de Babinski. Parfois, ils vont observer le réflexe spinal de Galland, ils vont observer la marche automatique de Thomas. Selon les pédiatres et selon comment s'est passée la naissance, ils peuvent être amenés à en observer d'autres. Réflexe spinal de Pérez, réflexe d'agrippement plantaire, voilà, quelques pédiatres en connaissent un peu plus et en fonction des besoins. Donc évidemment, de ce fait-là, il est connu, on le trouve facilement sur Internet, dans les émissions télé qui parlent des bébés, on montre ces réflexes-là, c'est tout à fait logique. Et évidemment, il est aussi connu fortement du grand public qui s'intéresse au, entre guillemets, monde des réflexes, des approches, des méthodes, des techniques qui parlent des réflexes. Donc on trouve un peu partout, sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout, des gens qui vous proposent de tester le Moreau celui de vos enfants et de réintégrer ce Moreau qui serait selon eux responsable de tout un tas de problèmes. Évidemment, c'est quelque chose qu'on réfute complètement en IMP, et d'ailleurs que les experts en réflexes que j'ai eu l'honneur d'inviter en France, comme Svetlana Mazgutova, ou de traduire comme Sally Goddard-Blight, récusent complètement ça. Ils ne prétendent pas que les réflexes sont la cause, mais les réflexes permettent de voir une immaturité dans le développement du bébé. Donc le Moreau n'est pas la cause. Mais évidemment, en se proposant de faire des mouvements, puisque les réflexes se réintègrent par le mouvement, ou travailler au niveau tactile, ou au niveau vestibulaire, etc., on va avoir un impact sur l'ensemble du fonctionnement de la personne, qui va, en boule de billard, en ricochet, intégrer, faire que le réflexe de Moreau s'intègre. Et donc on va voir à ce moment-là des améliorations à plein de niveaux, et on va parler du Moreau dans un instant. Mais évidemment, le réflexe à ce moment-là nous permet de voir les changements. Et c'est ça qui est génial, et c'est pourquoi nous estimons indispensable de former tous les professionnels du monde de la relation d'aide, de l'éducation, etc.,
à observer et à savoir remodeler les réflexes archaïques, bien entendu, archaïques et les autres réflexes. Mais là, on parle du Moro qui a un réflexe tout à fait archaïque. Alors comment on définit un réflexe archaïque? Réflexe archaïque, c'est ces réflexes qui sont présents à la naissance, donc on le voit, le pédiatre peut observer ce réflexe à la naissance, et puis qui vont s'inhiber, c'est-à-dire disparaître à l'observation au bout d'un moment. Donc le réflexe, il a émergé in utero, il est présent à la naissance, et il va s'exercer pendant un certain temps, puis s'inhiber. Alors il y a des subtilités entre s'inhiber et s'intégrer, mais l'idée qui va s'inhiber, c'est que si on reproduit le stimulus, cette fois-ci le réflexe ne se voit plus. Alors qu'avant, c'est la définition même du réflexe, un stimulus entraîne une même réponse. Et donc si on fait chez un bébé le stimulus qui est censé déclencher le Moro, on va le voir jusque vers 3 mois. Et après 3 mois, on ne le voit plus. On dit que le réflexe est inhibé. Donc je vais vous expliquer tout ça. Je vais d'abord décrire le Moro. Le Moro, c'est si vous prenez un petit bébé dans vos bras, vraiment un nouveau-né. Alors il faut savoir que le nouveau-né, il a été en quelque sorte plié, repassé dans la position fétale. C'est-à-dire qu'on a grandi en position fétale, donc recroquevillé sur nous-mêmes, et on va maintenir ces positions fétales grâce en particulier à un réflexe qui s'appelle le réflexe tonique labyrinthique. Et de ce fait, le bébé, quand il naît, il est en position fétale, il garde beaucoup cette position de flexion. Si vous posez le bébé par terre, que ce soit sur le dos ou sur le ventre, il ne va pas s'étaler de tout son long sur le ventre ou sur le dos. Il va rester en petite boule, en petite crevette. Et ça, c'est les 3 premiers mois. Alors évidemment, au fur et à mesure des semaines, il va progressivement se déployer. Mais au début, il est tout lové et nous, on va le mettre dans nos bras, on va le tenir, on va le porter. En général, les 3 premiers mois, on ne laisse jamais un bébé seul, on va toujours le garder près de nous. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune papa, il fallait que j'écoute mon bébé respirer, être sûr qu'il respire tout le temps. Et donc, on ne peut pas dormir tranquillement. On se dit, il va arrêter de respirer, il va arrêter de respirer. On sent bien que le nouveau-né de 3 mois, de moins de 3 mois, il est très immature et qu'il a besoin de notre chaleur, il a besoin de notre présence, on a besoin d'être là avec lui. Et il a besoin d'être porté. Eh bien, le Moro, justement, il intervient dans tout ça. Pourquoi? Parce que si ce petit bébé qui est lové dans mes bras, je le lâche un petit peu de quelques centimètres, comme si j'allais le lâcher de mes bras, comme si j'allais le faire tomber, et bien, immédiatement, il va quitter sa position fétale. Vous voyez, c'est très bizarre parce qu'il est toujours dans cette position, mais au moment où il sent une perte d'équilibre, il va ouvrir ses bras, il va ouvrir dans une moindre mesure, mais quand même un petit peu, ses jambes. Donc il ouvre ses membres de l'axe de son corps. Il fait ce qu'on appelle une abduction des bras et des jambes, plus forte au niveau des bras. Il va, et ça c'est très important, ouvrir ses yeux, ouvrir son regard, prendre une profonde inspiration et faire un bruit comme ça, vraiment une grande inspiration, très important pour comprendre la suite, prendre une grande inspiration. Et, hyper important, il va orienter, et rarement décrit, orienter son regard vers le nôtre, en tout cas vers les yeux les plus proches de lui. Donc en général, évidemment, si vous portez le bébé, c'est vous qui êtes le plus proche de lui, il oriente son regard vers la personne la plus proche. Comme s'il créait un lien qui nous regardait, qui nous disait « au secours ». Et puis ses bras s'ouvrent comme ça, ses doigts s'ouvrent largement. Donc voilà la description de ce qu'on peut appeler le schème de Moro. Lorsque le bébé sent qu'il tombe, il ouvre bras et dans une moindre mesure jambes, il oriente son regard vers nous et il pousse, il prend une grande inspiration et souvent il va se mettre à pleurer, à crier, à pleurer, à pousser un cri, à pleurer. Et puis en quelques secondes, il va se refermer progressivement sur son axe et reprendre sa position initiale. On attend un petit peu et si on recommence, il refait la même, je sais pas comment on dit, pantomime, la même gestuelle si on recommence. Donc ça donne l'impression, difficile d'interpréter, mais qu'il a eu peur qu'on l'ait lâché, il a eu peur, pourtant il n'est jamais tombé, il n'a jamais expérimenté la chute, mais il a eu peur. Et il a comme un mécanisme pour dire « prends-moi dans les bras, attrape-moi ». Et c'est ce qu'il fait. C'est pourquoi Moro appelait ça un réflexe d'embrassade. C'est comme s'il ouvrait ses bras en nous regardant et disait « au secours, prends-moi dans les bras ». Et évidemment, j'ai envie de dire tout parent, tout adulte normalement constitué, quand il voit ça, il va ramener le bébé vers son corps,
il va le prendre dans les bras, donc il va le réassurer, il va le remettre bien lové dans son corps. En général, il lui fait des bisous, puis comme on voit que le bébé il a eu peur, qu'il a crié, qu'il s'est mis à pleurer, éventuellement, on va lui donner des paroles réconfortantes. Tout va bien bébé, je suis là, rendors-toi, je sais pas quoi, ceci, cela. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'en fait on peut désigner 3 phases dans le moro. La première phase, quand on lâche le bébé, c'est une phase d'ouverture, le bébé fait au secours. La deuxième phase, c'est une phase de fermeture, où il se referme sur son axe lentement après. Mais la troisième phase, qui arrive quasi en même temps, c'est les adultes qui vont rassurer le bébé, le prendre dans les bras et le cajoler. Donc c'est important, on verra pourquoi. Bon, je peux l'expliquer maintenant d'ailleurs. C'est que dans la première phase, c'est une phase de stress. Le bébé est visiblement en stress, ça génère des hormones de stress, c'est une sorte d'appel au secours. Et il va être important de faire chuter ces hormones de stress. Ensuite, de faire redescendre les hormones de stress. Il dit, au secours, j'ai besoin de quelqu'un, je suis un petit bébé faible et sans défense. Je sais que là, ça a l'air d'être comme une interprétation. Dit, comment tu peux imaginer tout ça, c'est juste un réflexe et tout. Vous allez voir qu'il y a des études qui nous disent tout ça. Il y a des études qui montrent que dans la première phase du moro, le taux de cortisol, les hormones de stress augmentent et que quand on va cajoler le bébé, évidemment, quand on prend quelqu'un dans les bras, ça fait baisser les hormones de stress et ça augmente l'ocytocine. Et le bébé, en fait, il va exercer ce réflexe de moro à chaque fois qu'on fait semblant, entre guillemets, de le lâcher ou qu'on a un geste un peu brusque. Parfois, on voit ça quand on va poser un bébé. Vous avez un bébé dans les bras, il s'est endormi, et vous vous dites « Ah, je vais pouvoir faire quelque chose de mes mains », et puis vous voulez poser le bébé. Puis au moment où vous posez le bébé sur le sol ou sur son petit matelas, eh bien, ça lui fait un petit mouvement en extension, forcément, puisqu'il était en petite boule dans vos bras. Vos bras sont creux, et quand vous allez poser le bébé, vous allez le poser sur quelque chose qui, a priori, est plus plat. Et donc le bébé, il va avoir une sorte d'extension au moment où on le pose, en particulier au niveau de la tête. Et dans certains cas, ça réveille le bébé en quelque sorte, il fait paf le moro et il se réveille et il pleure et vous dites oh non, grillé, et vous êtes obligé, si vous voulez arrêter les pleurs du bébé, de reprendre le bébé dans les bras. Et parfois c'est vraiment très subtil, des bébés à peine déposés, à peine lâchés, vont activer le moro. Ça n'a rien à voir avec le fait que les bébés sont capricieux ou quoi que ce soit, c'est un réflexe et on va expliquer tout ça. Alors il se met à pleuvoir de plus en plus, alors je vais déplacer mon micro pour le protéger de la pluie. Ce micro coûte très cher, je ne voudrais pas qu'il prenne l'eau. Alors excusez-moi un petit peu. Je pense que, ou alors si je le mets dans ma capuche. Alors, le moro, il y a énormément de choses à dire parce que c'est passionnant. Première chose à dire, c'est que ce réflexe de moro, on le voit extrêmement bien chez les bébés singes. Donc on pense aux chimpanzés par exemple, aux bonobos, aux gorilles. Bon, ce qui est plus étudié parce que les plus proches des humains ce sont les bonobos génétiquement. Les bonobos chimpanzés sont proches de nous à quasiment 99% au niveau de l'ADN. Donc ce sont, vous le savez très bien, sur la planète, nos cousins les plus proches. Et donc on les observe beaucoup et on observe beaucoup leur comportement. Ces singes, pardon, je vais arriver à le dire, avec la pluie et un petit reste de crève que j'ai et tout. Mais voilà, je suis content d'être avec vous et de faire la promenade. Ces grands singes ont le réflexe de moro, comme nous à la naissance. À ceci près, c'est qu'ils vont le garder tout au long de leur vie. On imagine bien, ils sont arboricoles. Ils vivent dans les arbres, les singes. Ils vivent dans les arbres. Et il faut savoir que les chimpanzés, tous les soirs, tous les jours, ils font un nid, ça s'appelle comme ça, hein, un nid dans les arbres. Tous les jours, ils font tous les soirs, ils vont dormir dans les arbres. Et les grands singes, ils dorment, les chimpanzés, ils dorment dans les arbres, tout en haut. Pourquoi ? Parce que s'ils dorment au pied des arbres, d'abord, ils sont beaucoup plus fragiles, parce que c'est des mauvais coureurs, hein, c'est des très bons grimpeurs, donc ils ont tout intérêt à se mettre dans les arbres, parce qu'ils peuvent se faire bouffer par des fauves, par des félins, par des jaguars, par des... j'en sais rien, mais voilà. Or, les jaguars, évidemment, c'est pas que je dis les jaguars, c'est peut-être les panthères, c'est peut-être... désolé pour ma connaissance, mais je sais qu'il y a des félins qui les bouffent. Et pour éviter ça, il vaut mieux être dans les arbres, parce que les félins, ils peuvent éventuellement grimper un arbre, mais ils ne vont pas pouvoir passer d'arbre en arbre. Donc les singes,
toutes les nuits, ils ne dorment pas au pied des arbres, ils vont dormir, les chimpanzés, ils font un nid. Et donc ils vont dormir dans cet arbre jusqu'aux petites heures du matin où ils vont changer d'endroit. Et chaque jour, ils vont à un endroit différent. Ils ne réutilisent pas le même nid chaque jour. Tous les soirs, il faut refabriquer un nid et voilà. Vous êtes en train de dormir et vous êtes un singe dans les arbres. Et tout d'un coup, parce qu'il y a du vent, parce que vous avez mal fait votre lit ce jour-là, votre petit nid, vous choyez, vous chutez, vous tombez de la branche. Ben, automatiquement, votre réflexe de Moro va s'activer très vivement, vous faire une forte extension, alors chez eux, des bras comme nous, mais aussi des jambes. Je l'ai dit, chez nous, c'est assez faible, chez eux, c'est assez fort. Et ils vont attraper une branche avec le réflexe soit d'agrippement de la main, palmaire, soit d'agrippement du pied, plantaire. C'est comme ça que ça s'appelle chez nous. Chez les singes, ça doit s'appeler réflexe de grasping, de pied ou de main. Et ils vont aller chercher une branche et la gripper, soit avec leurs pieds, soit avec leurs mains. Et voilà, ils sont saufs, parce que tous singes qu'ils sont, hein, s'ils sont à 15 mètres de haut et qu'ils tombent sur le sol, ils sont morts. Hein. Ils ont beau être robustes, ils vont se fracasser le crâne, ils vont se fracasser les os. Donc il faut qu'ils se rattrapent de branche en branche. Et pour ça, le Moro est là. Donc, comme on sait que nos ancêtres, ce ne sont pas les singes bien entendu, nous avons un ancêtre commun qui était arboricole. Donc c'est-à-dire que nous, comme l'a dit, je crois que c'est Pascal Pic qui est le premier qui a dit ça, l'anthropologue, qui a dit que Homo sapiens ne descend pas du singe, mais il descend de l'arbre. Alors si c'est pas lui, c'est un autre anthropologue, mais la première fois que j'ai entendu, c'est de Pascal Pic. Donc l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend de l'arbre. On a un ancêtre qui vivait dans les arbres. Puis d'un côté, à un moment donné, ça a donné les singes, les grands singes. On s'est séparé de cette lignée-là. Et puis de l'autre côté, ça a donné les humains qui ont évolué vers plus de bipédie. Mais donc on avait un ancêtre commun qui vivait dans les arbres encore plus que ne le font les singes actuels. Et qui donc avait un fort réflexe de Moro, on va supposer évidemment développé pour éviter la chute, puisque tous les singes ont ça, avec une connexion Moro-agrippement très très forte. C'est-à-dire que le but du Moro, c'est d'écarter le centre du corps pour aller chercher avec la périphérie la sécurité, c'est-à-dire une branche d'arbre. Évidemment, si on regarde nos mains, ça semble moins évident en regardant nos pieds, parce qu'ils ont beaucoup évolué à cause de la marche bipédique et de la course à pied. Et si on regarde nos mains et qu'on cherche à fermer nos mains pour fermer un point, ou de faire une opposition pouce-index, et bien on voit que c'est rond. Nos mains forment un rond. On ne peut pas faire un carré avec nos doigts, on ne peut pas faire un triangle, on fait un rond. Pourquoi ? Parce que nos mains sont adaptées pour les branches des arbres. Si vous demandez pourquoi votre main est comme ça, mais on a une main de singe. On a une main qui est faite pour grimper aux arbres. Mais nos pieds, nous, sont différents, même si, on le verra plus tard, il y a un réflexe d'agrippement du pied qui existe chez les bébés humains pendant plusieurs mois. Donc en quelque sorte, le bébé humain, il est comme un petit singe au niveau de ses pieds, mais puis ce réflexe, contrairement à chez les singes, ce réflexe chez nous va s'inhiber fortement pour permettre la marche et la course à pied. Parce que imaginez bien que si on a un réflexe d'agrippement du pied toujours actif, je ne peux pas dérouler mon pied sur le sol. Je peux difficilement marcher et encore moins courir. Or, si les singes, eux, sont beaucoup plus doués que nous dans les arbres, nous, on est beaucoup plus doués qu'eux au sol et on peut courir. Et on peut aller justement d'un endroit à l'autre en quittant la forêt. Ce que ne feront pas les chimpanzés. Ils vont rester dans les bosquets, dans la forêt, ils ne vont pas aller dans la plaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? On pourrait dire que la première raison d'être du Moro, c'est d'aller trouver de la sécurité dans les arbres, dans les branches, pour ne pas tomber. Donc ça semble évident. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi les humains, ils ont toujours un Moro ? Alors il faut que je vous dise autre chose. C'est que là, je vous ai parlé des singes qui sont grands, qui vont dormir et qui vont exercer le Moro pour aller chercher la sécurité. Mais si vous regardez, vous avez sûrement cette image en tête, des bébés singes, je ne sais pas comment ça s'appelle, les bébés singes, ça doit avoir un nom, hein, un chimpanzeau, un champounet, ça doit avoir un nom, c'est sûr. Si vous regardez le bébé singe, il est agrippé au corps de sa mère, et évidemment, il est hors de question que la maman singe laisse son bébé singe en bas des arbres ou quelque part dans les arbres pendant qu'elle va au marché cueillir des feuilles ou des fruits ou que sais-je. Donc évidemment, elle ne quitte jamais son bébé singe. Et ce bébé singe va s'agripper au corps de sa mère, parce que la maman singe, elle n'a pas 6 pattes, elle ne peut pas grimper avec ses 4 pattes
de branche en branche et en plus attraper son bébé avec un bras ou deux bras. Donc c'est le bébé singe qui est responsable de sa propre sécurité. Donc il love, il s'accroche, il s'agrippe à sa mère. Alors c'est d'autant plus facile que chez les singes, ils ont des bons poils. Et donc avec ses petites mains de singounet, il va pouvoir agripper les poils de sa mère, aussi bien avec ses mains que ses jambes. Et la maman peut aller de branche en branche dans les arbres et le singe ne va pas quitter sa mère, il va rester solidaire avec le corps de sa mère. Vous avez certainement fait ça si vous avez des enfants, de demander à votre enfant un petit peu grand, dire accroche-toi comme un singe à moi, et votre enfant s'agrippe à vous, et que vous pouvez libérer vos mains et faire des trucs. Évidemment, vous ne faites pas ça avec un nouveau-né, mais un plus grand, je ne sais pas, 1 an et demi, vous demandez à l'enfant, ou 2 ans, agrippe-toi à moi comme un singe, et vos enfants vous agrippent vraiment, et vous libérez vos mains. Donc ils le font très bien. On dit comme un singe, et tout le monde sait de quoi il retourne. Donc vous comprenez que si tout d'un coup, ce bébé singe, il lâche un peu sa mère, il va faire un moro et hop, réagripper. Sa mère va attraper, prendre un bras qui est libre, qui n'attrape pas une branche, attraper son bébé, le coller contre elle, et le bébé va se retrouver, se restabiliser. Et évidemment, si il part un peu en arrière, le bébé singe va pousser un très fort cri pour que sa mère sache que, attention, il lâche, il est en danger, et elle va tout de suite le resécuriser. Alors on pourrait se dire que chez nous, c'est plus approprié. C'est là qu'on a énormément de choses à dire en IMP. Énormément de choses à dire en IMP. C'est que, évidemment, autrefois, et encore aujourd'hui en médecine classique, beaucoup de gens pensent, mais heureusement il y a des recherches qui vont dans le bon sens pour nous, comme les recherches de Madame Barburotte, qui dit justement que les choses ne sont pas telles qu'elles avaient été décrites en médecine, mais que les réflexes tels qu'on pensait ne sont pas les réflexes tels qu'on pensait, et qu'ils ont une raison d'être. Mais en médecine classique, on a appelé ça les réflexes archaïques. Pourquoi on a appelé ça réflexe archaïque en médecine classique? C'est pour dire, voilà, c'est un archaïsme de l'évolution. Oui, déjà ils disent quand on était singe, ce que nous n'avons jamais été, ce sont nos cousins. Mais bon, bref, quand on a été singe, où notre ancêtre avait besoin d'un certain nombre de réflexes, mais nous sommes descendus des arbres et nous n'avons plus besoin de ces réflexes. Alors, le moro c'est une chose, mais nous avons des dizaines, je crois, un chiffre que j'ai en tête de livres médicaux, c'est que le bébé aurait à peu près à la naissance environ 80 réactions réflexes observables et qui ont été nommées par la médecine classique. 80. Vous ne pouvez pas expliquer ces 80 réactions réflexes par ça, mais il est souvent dit, voilà, ce sont des résidus de l'évolution, ce sont des archaïsmes, et ça sous-entend qui ne sont plus utiles. Et c'est pourquoi, dans la vision classique médicale, ces réflexes sont censés disparaître. Voilà ce qu'on dit. Et on dit qu'ils vont, le mot qui est employé souvent, c'est ils vont s'inhiber. Pourquoi on dit ça? Parce que on dit que chez le bébé, le néocortex n'est pas encore est pas bien développé, il n'est pas myélinisé, etc. Et que progressivement, les commandes motrices qui sont au niveau sous-cortical vont être de plus en plus corticalisées. Autrement dit, je vais aller contrôler de plus en plus le mouvement, pouvoir faire de plus en plus de mouvements volontaires. Et à ce moment-là, je n'ai plus besoin des réflexes qui disparaissent pour laisser place à autre chose. Alors même, et pourtant ça c'est l'explication qui est vraie, si ça c'est vrai, ça veut dire que ces réflexes ne sont en rien archaïques, ils sont vraiment utiles parce qu'ils permettent au bébé la survie, l'allaitement, le déplacement, la communication, tant que je n'ai pas la corticalisation. Donc vous voyez qu'ils n'ont rien d'archaïque, c'est qu'ils sont tous utiles. J'ai tendance à dire que si des millions d'années d'évolution gardent quelque chose présent, un organe ou quoi que ce soit, c'est que c'est toujours utile. Quand quelque chose n'est plus utile, il a disparu, il a changé, il a évolué. J'ai pas dit la nature est bien faite. J'ai pas dit la nature fait toujours bien les choses. Les animaux, les plantes, les êtres vivants s'adaptent en fonction des pressions environnementales et donc changent leur organisation. La nature, elle fait rien du tout, la nature. En tant que telle, il n'y a pas de volonté de la nature que c'est bien ou mal fait. D'ailleurs, si on regarde le corps humain, il y a plein de choses qui sont, entre guillemets, mal faites, qui n'étaient pas prévues. Par exemple, pour la bipédie, il y a plein de choses qui auraient dû être organisées autrement, en particulier au niveau du système cardiaque, de certaines veines ou quoi que ce soit. Enfin, il y a les spécialistes de l'évolution donnent des dizaines de choses. Il y a des choses au niveau du crâne, au niveau des yeux, qui ne sont pas du tout bien faites par la nature, parce que à la base, la nature n'avait pas de but et n'avait pas prévu
que des quadrupèdes, enfin que des poissons se transforment progressivement en reptiles qui se transforment en mammifères qui se transforment, quadrupèdes en bipèdes, enfin d'abord en singe, arboricole, puis bipède, et du coup il y a des structures anatomiques qui ont changé, mais si c'était à refaire depuis le début, si le bon Dieu avait pensé tous les trucs depuis le début, ça aurait été fait complètement différemment, parce que c'est pas efficace, ce qui nous crée, nous, un certain nombre de difficultés. Si ça avait été fait à partir d'une page blanche, ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu penser les choses. Du tout, c'est pas pratique du tout. Mais c'est comme ça que ça a évolué. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que quand quelque chose est là, il y a une raison, il y a une compréhension. Pourquoi on est mal foutu comme on est mal foutu? Parce que c'est la résultante de millions, alors là on peut dire de centaines de millions d'années d'adaptation à l'environnement perpétuellement changeant. Donc on s'adapte comme on peut. Voilà. Donc aujourd'hui, ça marche plus ou moins bien. Et l'environnement changeant, on verra si on est capable de s'adapter. Alors évidemment, pour la première fois de l'histoire, c'est nous qui créons le changement de l'environnement. Et ça se produit à une vitesse phénoménale, comme ça n'a jamais eu lieu dans toute l'histoire de la vie sur Terre. Et donc on verra comment les espèces, les animaux, les plantes et les humains arrivent à évoluer par rapport à ça. Donc désolé pour cette petite aparté, mais qui fait partie intrinsèque de notre philosophie en IMP, c'est de dire que pour comprendre les choses, il faut comprendre l'évolution, il faut comprendre la biologie, il faut comprendre l'anatomie, il faut comprendre la physiologie, il faut comprendre des choses de psychologie. Et moi, une de mes passions, c'est de comprendre tout ce qui est lié à l'anthropologie, l'évolution, la préhistoire, pour comprendre pourquoi on agit comme on agit, pourquoi on a évolué comme on a évolué, et pourquoi on a les réflexes qui fonctionnent comme ils fonctionnent. Alors, je vais vous parler d'une expérience par rapport aux moraux qui va vous faire comprendre que les réflexes archaïques ne sont pas du tout archaïques comme on croit, et qu'ils ont un rôle, une raison d'être majeure. Pour ça, il faut qu'on parle d'une expérience de André Thomas, qui est fascinante. André Thomas, il a remarqué, alors André Thomas, c'était un spécialiste des bébés, il travaillait avec une dame dont c'est son vrai nom, elle s'appelait Sainte-Anne d'Argassi, c'était son nom, Sainte-Anne d'Argassi. Et André Thomas, il a travaillé avec elle, elle a écrit 2 livres références sur l'évolution, sur l'évaluation des nouveau-nés, parce que tous les deux ont passé leur vie à étudier les nouveau-nés, et en particulier les prématurés. Et ils ont passé leur vie à faire des bilans pour savoir qu'est-ce qui se passe à la naissance, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui est prédictif de mauvaise évolution, etc. Ils ont étudié beaucoup tout ce qui est la vie fœtale, la vie embryonnaire, etc. Ils ont étudié tous les nouveau-nés, les enfants prématurés. Et ils ont fait évoluer, là on parle des années 60, toute la vision mondiale de comprendre les bébés et tout ce qui se passe. Et c'est en particulier grâce à leurs travaux que toutes les recherches dans le monde entier ont évolué sur les enfants prématurés, la viabilité des enfants, les pathologies neurologiques chez les bébés, etc. etc. Donc André Thomas et Sainte-Anne d'Argassi, des Français, travaillaient à l'hôpital à Paris, et ils ont mis en place des tas de protocoles et des tas d'évaluations, et en particulier, ils ont beaucoup documenté, surtout Sainte-Anne d'Argassi, dans 2 ouvrages remarquables, documenté l'évolution des réflexes archaïques de la naissance. Alors en l'étudiant d'abord chez les prématurés, ça nous apporte énormément d'informations, c'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui est prématuré à 6 mois, 7 mois, à 8 mois, il ne fonctionne pas pareil que celui qui est né à terme à 42 semaines. Qu'est-ce qu'on voit chez celui qui est né à 42 semaines, à 40, à 39, à 38 je sais pas, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit et qu'on ne voit pas? Et puis ensuite, comment ça évolue chez l'enfant sain et chez l'enfant pathologique ou atteint d'infirmité motrice cérébrale, comment ça évolue 1 mois après la naissance, 2 mois, 3 mois, 6 mois, etc. Donc ils ont fait un travail considérable, c'est considéré comme parmi les plus grands experts d'études des bébés au monde. Et une des choses que André Thomas a mis en évidence, qui est pour moi énorme et qui a changé ma compréhension des choses tout d'un coup, c'est que vous prenez un bébé, tout petit bébé, moins de 3 mois, et vous faites semblant de le lâcher, comme je l'ai décrit tout à l'heure, il va faire cette gestuelle, ce schème du moro. Ouverture vers l'extérieur, fermeture
sur son axe, cri, ouverture des mains, regard qui se tourne vers vous, etc. Maintenant, avant de faire ce test, André Thomas a eu l'idée de mettre un objet dans une main d'un bébé. Donc vous pouvez prendre un petit hochet, n'importe quel objet, un stylo que vous avez sous la main, n'importe quoi, et vous mettez cet objet dans une main du bébé. Donc le bébé, vous savez qu'il a un réflexe d'agrippement, donc il va agripper l'objet. Puis vous refaites l'observation du Moro. Et devant nos yeux ébahis, qu'est-ce qui va se passer? Le bébé ne va exercer la gestuelle du Moro que du côté libre. C'est-à-dire du côté où il agrippe quelque chose, le bébé ne va pas ouvrir son corps et ne va pas exprimer le Moro. On continue l'expérience, on prend 2 objets, on met un objet dans chaque main du bébé, donc le bébé il agrippe un objet dans chacune de ses mains, et on refait tomber, entre guillemets, le bébé, on fait semblant de le lâcher, on refait le test du Moro, et là vous ne voyez plus rien du tout. Le bébé reste détendu, reste en position fétale, n'exprime pas le Moro. Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette incidence extraordinaire. Si le bébé a les mains libres, il fait le Moro. Si le bébé a des choses dans les mains, s'il agrippe quelque chose, il ne fait pas le Moro. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous enseigne, ce comportement? Bonjour. Eh bien, voilà l'interprétation que nous faisons de cela. J'ai dit tout à l'heure, le but du Moro, c'est d'aller chercher de la sécurité chez le singe. Il tombe et il ouvre ses bras et ses jambes pour aller agripper une branche d'arbre. Vous comprenez bien que si le singe a déjà une branche d'arbre dans la main, il ne faut pas qu'il fasse le Moro, parce que s'il tombe, admettons, il y a une branche qui casse sur les 2 qu'il a, et puis il en a bien une dans les mains, il ne faut pas qu'il lâche l'autre, parce qu'il va se retrouver à terre. Ça nous dit que le but du Moro, c'est d'aller chercher la sécurité à l'extérieur parce que je sens que je suis en train de tomber. Et que si j'agrippe déjà quelque chose, il ne faut pas que je lâche ce que je suis en train d'agripper. Donc, vous êtes un bébé singe, vous êtes agrippé au corps de votre maman. Votre maman, elle va sauter de branche en branche. Si ça vous fait activer le Moro, vous lâchez votre mère et vous tombez et vous mourrez. Donc, quand j'agrippe déjà le corps de ma mère, et ma mère bondit de branche en branche, il est hors de question que je lâche et que j'exprime le Moro. Donc on peut dire, plein d'interprétations à ça, c'est que le Moro a un but. Enfin un but, un rôle, une fonction. C'est de s'attraper, de se rattraper quand on sent qu'on tombe. Et si j'ai déjà quelque chose en main, je ne vais pas le lâcher. Alors maintenant, il faut que je vous dise quelque chose de majeur, compréhension majeure de toute l'IMP, du travail sur les réflexes, chose majeure. C'est cette notion d'inhibition. Donc j'ai dit que au fur et à mesure du développement, le réflexe est censé s'inhiber. Et en médecine classique, on dit c'est plus utile. Alors ça s'inhibe pour laisser place à autre chose. Sauf qu'en vrai, et je trouve que c'est pour ça que ce terme inhibition est génial, c'est pas que le réflexe est éteint. Des fois, on voit, ça dit le réflexe est éteint. Éteint, ça veut dire c'est fini, on ne peut pas rallumer le feu une fois qu'il est éteint. Il faut faire un nouveau feu. Mais inhibition, ça veut dire que le néocortex va avoir une action inhibitrice sur le réflexe. Peut-être, c'est une explication. C'est le néocortex, on dit, c'est l'explication qui est donnée en médecine classique, c'est que le néocortex s'est développé, il prend les commandes motrices, et puis du coup, le réflexe n'a plus besoin de s'exprimer, il est inhibé. Mais maintenant, si un danger survient, c'est là que nous, on voit les choses différemment en IMP qu'en médecine classique. Si un danger survient, le néocortex ne peut plus inhiber, parce que le néocortex, il peut agir que dans la pensée volonté, quand le geste est volontaire, orienté vers un but. Donc si vous décidez d'attraper quelque chose, ça c'est au niveau cortical que ça se passe, c'est la volonté, et on peut le voir dans un IRM, on voit la zone de la motricité au niveau néocortical qui s'allume, et puis votre geste qui s'organise. Donc en quelque sorte, on peut dire que le geste s'est fait à partir du néocortex. Mais maintenant, vous êtes en train de chuter en arrière, vous glissez sur... Là par exemple, je suis en train de marcher, il pleut, la pluie s'est un petit peu arrêtée, il a plu pas mal tout à l'heure pendant que je parlais, mais il pleut un peu moins maintenant, et qu'il y a pas mal de boue au sol. Le sol est devenu assez boueux par endroits. Je pourrais très bien glisser
quelque part si je ne prête pas attention. Et si je glisse en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux manières d'agir. Soit d'agir de manière néocorticale, ça voudrait dire « Ah, je suis en train de tomber, il va falloir que je me rattrape. Comment je fais? Main droite, main gauche, comment je m'y prends ?» Si on fait ça, on va être fracassé au sol avant d'avoir même débuté de la prise de conscience qu'on est en train de tomber. Parce que c'est assez long d'aller au néocortex. C'est loin le néocortex, c'est très loin. Il faut que l'information elle remonte tout là-haut. Il faut que j'analyse l'information, que j'en ai pris conscience, que je fasse une décision, que je prenne une décision d'agir, main droite ou main gauche, ceci ou cela, et ensuite que ça redescende vers le corps pour agir. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, jamais. À ce moment-là, vous l'avez fait ce genre de jeu où quand on était gamin, on était tout debout comme un piquet, on devait se laisser tomber sur des matelas ou des couvertures ou d'autres gens qui nous rattrapent devant ou derrière ou sur les côtés, les yeux fermés, se laisser tomber et se dire je mets pas les mains, je mets pas les mains. C'est hyper dur de le faire. C'est hyper dur, il faut se maîtriser énormément et c'est avec énormément de volonté. Et la plupart du temps, on n'y arrive pas. Au dernier moment, on met les mains. C'est un réflexe et c'est logique. Et donc vous voyez, le réflexe est plus fort sous stress que le néocortex. Toujours, toujours, toujours. Quand je sens de l'insécurité, si vous connaissez la théorie polyvagale, c'est mon nerf vague ressent de l'insécurité, c'est mon système nerveux autonome. Vous connaissez ça, c'est le système sympathique, parasympathique, sans l'insécurité. Tout de suite, ça doit agir tout de suite et ça prend les commandes. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Le système nerveux autonome est toujours plus fort que la motricité volontaire. Les réactions de fuite, de lutte ou de figement sont toujours plus fortes. Et c'est une bonne chose. Ah oui, c'est une bonne chose, parce que sinon, on se serait explosé plein de fois, on aurait fait des tonnes d'accidents, on aurait traversé la rue sans regarder, on n'aurait pas reculé au bon moment, on n'aurait pas mis les mains des milliers de fois dans notre vie et tout. Bien sûr que c'est une bonne chose. C'est merveilleux que nous ayons la pensée logique, la pensée, le mouvement volontaire, etc. Mais ça prend du temps, véritablement, plusieurs secondes pour se mettre en place. Alors que le réflexe, c'est automatique, c'est quasi immédiat. Et donc en cas de danger, retenez bien ça parce que c'est toute l'histoire des réflexes. Si vous comprenez ce concept, vous comprenez toute l'histoire des réflexes. Dès que nous percevons un danger, visuellement, auditivement ou par d'autres voies encore, ce qu'en théorie polyvagale, Stephen Porges il appelle la neuroception, dès que votre cerveau perçoit un danger, ça ne veut pas dire qu'il est véritablement réel, c'est ça qui va être aussi déterminant pour toute la compréhension des réflexes. C'est peut-être un danger pas forcément réel. Je crois que ça ressemble vaguement à un serpent, c'est l'exemple qui est toujours donné, où je vois quelque chose qui arrive vite vers moi, mais c'est peut-être quelqu'un qui vient me courir dans les bras, et puis j'ai pas eu le temps d'analyser, j'ai eu peur et j'ai fait un mouvement de protection. Je crois que c'est un danger, c'est pas forcément un vrai danger, mais c'est perçu comme un danger. Évidemment, ça va être aussi basé sur mes expériences de vie, qui me font exprimer les réflexes plus ou moins fortement en fonction des stress que j'ai vécus dans la vie. Et si je vis dans un environnement qui est plutôt dangereux, je vais réagir de manière plus vive que si je vis dans un environnement plus sécurisé. Et ça, on le voit très bien. Si on stresse des bébés rats, ça fera les mamans rats stressées feront des petits rats stressés. Et si on stresse des rats, ils vont avoir beaucoup plus de cortisol, ils vont réagir beaucoup plus au stress sans arrêt et développer des maladies liées au stress. Si on fait naître des petits rats dans un endroit sans stress, et si les mamans rats ne vivent pas du stress, leurs bébés rats seront beaucoup plus calmes que les bébés rats dont la mère a été stressée. Vous voyez, on est très sensible au stress, et pour une raison évolutive évidente, on enseigne ça à nos enfants. Donc parents stressés, enfants stressés. Société stressée, civilisation qui nous montre que du stress, que du danger, que des informations négatives, égale civilisation de stressés. Et pourquoi il en est ainsi? Parce que notre cerveau, il recherche le danger en permanence. Alors il est beaucoup plus attentif au danger. Alors les publicitaires, les médias, les dirigeants, nos dirigeants, etc., ont tout intérêt à nous stresser parce que c'est ça qui va activer notre cerveau en permanence. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de dire au peuple ceci, cela. Donc plus on stresse, la psychologie nous dit ça depuis des décennies et des décennies, plus on stresse quelqu'un, plus on le rend malléable et robotique en quelque sorte. Donc plus on fait peur aux gens.
Donc la théorie polyvagale a de beaux jours devant elle, elle qui dit que tout le but de la théorie polyvagale, c'est de créer de la co-régulation, de déstresser les gens. Figurez-vous que c'est ce qu'on fait en IMP. Pourquoi ? Je ne cherche pas à me raccrocher à une théorie coûte que coûte, théorie polyvagale, elle ne fait qu'expliquer ce que les réflexes font depuis des millions d'années. Les réflexes vont s'activer, les réflexes archaïques. Là, je parle de réflexes archaïques. Les réflexes archaïques vont s'activer quand je perçois un danger. Donc vous êtes en train de tomber, c'est toujours mon exemple du Moro. Ce sera un podcast de 2 heures celui-ci, on le coupera en 2 s'il faut. Je suis en train de tomber. Est-ce que c'est mon nerf vague, ma neuroception en tout cas, mon cerveau me dit que je suis en danger, bien sûr, je vais me fracasser l'arrière du crâne, je glisse là, voilà, sur une peau de banane, sur la boue, je vais tomber en arrière. Ma neuroception me dit, il y a un danger. Il est hors de question que le néocortex agisse à ce moment-là, et je vais réagir de manière réflexe. Alors ce réflexe qu'on croyait un archaïsme n'est absolument pas un archaïsme, parce qu'il faut qu'il soit présent toute ma vie, y compris quand j'aurai 80 ans, si je chute. Et c'est vrai qu'à 80 ans, notre proprioception est moins vive que plus tôt dans la vie, parce qu'on perd en proprioception en vieillissant, malheureusement, on perd en musculature aussi, c'est pourquoi il faut l'entretenir au maximum tout au long de notre vie, et la stimuler. En IMP, on propose des dizaines et des dizaines d'exercices pour ça. Aussi bien pour la force que pour la proprioception. Et bien à 80 ans, il va falloir que je me rattrape, coûte que coûte. Parce que si à 80 ans, je chois en arrière sur mon crâne ou sur mon sacrum, et que je me fracture la hanche ou quoi, en général, on meurt dans l'année qui suit. Donc c'est la première cause de mortalité, c'est les chutes. J'ai pas pu me rattraper. Donc du coup, on a peur de marcher, on a peur de bouger, on fait de moins en moins de choses, on devient de plus en plus faible, c'est un cercle vicieux et notre système cardiovasculaire souffre plus, etc., etc. Donc on a besoin de bons réflexes actifs tout au long de notre vie. Donc les réflexes, ils sont inhibés, mais en rien ils sont archaïques. Et c'est pourquoi j'ai inventé un mot. J'ai inventé le mot réflexe primordiaux. Oui, j'ai l'honneur de dire que c'est moi qui ai inventé ce mot réflexe primordiaux, enfin qui a accolé ces 2 mots. Je n'ai pas inventé le mot primordial, mais c'est moi qui ai voulu l'utiliser, ainsi que mouvement primordial, parce que je voulais mettre l'accent sur le fait que primordial, ça veut dire ancien, archaïque, mais aussi très important. Alors que archaïque tout seul, ça veut dire archaïque tout seul. Vous voyez, où les gens disent primitif pour dire voilà c'est ancien, c'est premier, puis souvent on dit c'est quelque chose, c'est primitif, c'est pareil, c'est un peu péjoratif pour dire c'est archaïque. Et c'est pourquoi j'ai l'honneur de vous dire que j'étais le premier à dire, et je suis content, plein de gens disent maintenant réflexes primordiaux ou mouvements primordiaux, c'est moi qui ai créé et déposé en 2010 intégration motrice primordiale, mouvements primordiaux et mouvements et réflexes primordiaux. Voilà. C'était ma première définition de l'IMP. Quand j'ai donné mon premier cours en 2011, je dis l'IMP est une approche éducative d'intégration des réflexes et mouvements primordiaux. C'est écrit depuis 2011. Donc si vous trouvez des gens qui ont écrit ça avant 2011, faites-le moi savoir, parce que je serais très intéressé de le voir ou de le savoir, mais je ne pense pas que qui que ce soit dans le monde ait employé ce terme-là. Et pourquoi j'insiste sur ce terme que j'ai combiné, que j'ai créé ? Parce que les réflexes, c'est primordial. Si j'ai pas ça, je vais me casser la figure et c'est dangereux pour moi. Donc vous voyez, on part de cette notion de réflexe primitif, de réflexe archaïque, pour comprendre qu'il y a quelque chose de majeur. Ils servent à quelque chose. En l'occurrence ici pour le Moro, pour me rattraper, pour aller chercher à agripper. Si j'ai déjà quelque chose en main, mon Moro ne s'active pas. Donc vous voyez à quel point c'est complexe. Vous voyez pourquoi en IMP on parle de métachème. Si vous connaissez le Moro tout seul, isolé du réflexe d'agrippement, mais c'est pas la même chose. Vous étudiez d'abord le réflexe de Moro, puis plus tard vous étudiez le réflexe d'agrippement. Mais si vous ne comprenez pas comment les 2 se combinent, sauf qu'en IMP, du coup, on a été faire plein de recherches sur ce qu'on a appelé les métachèmes. Tiens, et qu'est-ce qui se passe dans telle et telle action. Et là, on s'aperçoit que le bébé il combine non pas 2, mais 3, mais 4, mais 5 réflexes. Donc, ce qu'a découvert André Thomas a ouvert la porte à plein d'autres observations de notre part, de regarder les bébés dans les bras de sa mère, le bébé qui est allaité, le bébé qui est porté, le bébé qui est choyé, le bébé qui est lavé, ce que vous voulez, et de regarder comment le bébé va simultanément utiliser plusieurs réflexes. À ma connaissance, mais dites-moi si je me trompe, c'est nous en IMP qui avons parlé les premiers de ça, et qui avons étudié ça, et qui parlons de métachème et de combinaison de réflexes. Et ça change tout.
C'est pour ça que j'aime bien appeler ça intégration motrice primordiale. C'est aller à cette primordialité, à comprendre le mouvement, à comprendre comment ça va organiser mon schéma corporel, comment ça va organiser ma pensée, comment tous ces patrons-là créent l'ensemble, la structure de l'ensemble de nos réactions plus tard dans la vie. C'est vraiment une structure de base, physique, émotionnelle, cognitive. Et comprendre ces structures de base, ça change tout. Je reprends mon Moro. Le but du Moro, si je glisse, c'est d'aller chercher de la sécurité. Si je suis dans un environnement stressant où mon Moro s'active tout le temps, je vais grandir avec toujours la peur et un Moro qui se suractive. Et on va retrouver, surprise, beaucoup de personnes grandes, 10 ans, 20 ans, peu importe c'est votre âge, avec un Moro toujours présent, alors qu'il n'y a pas de danger. Et donc, avec toujours peur, stressé, anxieux. Ben oui, ils vivent comme s'ils sont toujours sur le qui-vive. Je m'explique. Là, vous voyez, il vient de pleuvoir. Donc comme je vous ai indiqué, le terrain est un peu glissant. Donc je fais un peu attention, je ne vais pas me mettre à courir ou à faire des choses inconsidérées. Mais si le terrain était sec, je pourrais agir différemment. Si tout d'un coup il faisait très froid et que demain il y avait des plaques de verglas là où je suis en train de marcher, qu'est-ce que je ferais s'il y avait des plaques de verglas? Je serais encore plus prudent, plus lent. Et vraiment, mettez-vous dans la situation où vous devez marcher sur une plaque de verglas. Vos mains, elles vont être où? Là, par exemple, ça glisse très peu. J'ai les bras qui sont le long du corps et qui marchent en alternance, bras opposés, jambes opposées, et je fais un fameux mouvement croisé. Je fais un mouvement croisé. Mais si je marchais sur une plaque de verglas, je ne ferais certainement pas ça, parce que ce serait extrêmement dangereux. Je risque de glisser. Donc mes mains seraient où? Vos mains seraient où? Vous lèveriez vos deux bras un peu en hauteur, un peu comme si vous voulez sortir le parachute, vos mains seraient un peu en hauteur, prêts à agir tout de suite. Et à agir comment? À agir en partant vers l'extérieur très fort et à faire le Moro. C'est ce qu'on fait tout spontanément quand le terrain est glissant. On sort les mains des poches, on lève les bras, les mains sont en hauteur des épaules, prêts à nous rattraper. Ce Moro n'est en rien un archaïsme. C'est comme un train d'atterrissage dans un avion. Il n'est pas utile, il est rangé, il n'y a pas de danger. Dès que je perçois un danger, il faut atterrir, je sors le train d'atterrissage. Ce qui est vrai pour le réflexe archaïque de Moro que je suis en train d'expliquer est vrai pour tous les réflexes archaïques. Attention, pas les réflexes de vie, ce sont deux choses différentes, pas les réflexes posturaux. Les réflexes archaïques, par exemple, Babinski, RTL, RTAC, RTSC, Landau, Moro, agrippement de la main, agrippement du pied. Qu'est-ce qui me vient en tête? Spinale de Galan, spinale de Pérez, allongement croisé. Voilà un certain nombre de réflexes comme ça. Un certain nombre de réflexes aussi au niveau du visage, paume-bouche de Babkin. Tous ces réflexes que je viens de citer, évidemment il y en a d'autres là, de tête, je n'ai pas la liste complète, mais peu importe. Tous ces réflexes archaïques émergent à un moment donné, pour la plupart in utero, sont présents à la naissance ou peu de temps après la naissance, vont s'exercer pendant un certain temps, ils vont jouer un certain rôle chez le bébé, ils vont lui créer une sorte d'échafaudage, de structure, puis progressivement il néocorticalise et il apprend à contrôler son mouvement différemment et à s'organiser, et du coup il va pouvoir laisser de côté ses réflexes archaïques qui vont s'inhiber et laisser place, en s'intégrant, à ce qu'on appelle les réflexes de vie. À ce moment-là, les réflexes archaïques ne sont pas simplement inhibés, ils sont intégrés à l'ensemble de la motricité du corps. Mais dès que je perçois un danger, repensez à la théorie polyvagale, repensez à la neuroception de Stephen Porges. Mon cerveau a des cellules au niveau des yeux, au niveau des oreilles, au niveau de la proprioception, toujours disponibles, hors de mon champ de conscience, toujours disponibles pour réagir face au danger. Non pas réel, au danger perçu. Ce qui fait que moi, par exemple, mon Moro peut s'activer plus que le vôtre, en fonction que moi je perçois plus de danger, parce que j'ai eu des expériences de souffrance, de danger, de stress, plus que vous. Peut-être que vous avez l'habitude d'aller marcher la nuit en forêt, et que du coup vous n'êtes pas stressé. Si vous m'amenez la nuit en forêt inconnue à marcher, il y a de fortes chances pour que je sois stressé, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, il y a des tas de bruits qui font peur, je verrai pas très bien les trucs, et il y a mon Moro qui s'activerait beaucoup, et plein d'autres réflexes. Et je ne serais pas bien, dans un premier temps. Je sais bien qu'il n'y a pas de danger réel à aller se promener dans la forêt en France. Il n'y a rien qui va me bouffer, il n'y a rien qui va me tuer. Mais mes réflexes percevront, ma neuroception diront là, c'est en danger, c'est la nuit, dans une forêt, il y a des bruits que tu ne connais pas, etc.
Je vais... vous voyez, j'ai introduit beaucoup de concepts qu'on enseigne en IMP autour de ce simple réflexe de Moro. C'est ce qu'on fait dans nos cours. À chaque réflexe qu'on enseigne, on amène des concepts. Alors aujourd'hui, nos cours, c'est un peu différent parce que maintenant, nos cours sont enregistrés, c'est encore mieux. Parce qu'on vous dit tout dans la théorie. Et quand je dis qu'on dit tout, c'est véridique. Je veux dire par là qu'on vous dit tout ce que nous connaissons, Ludivine et moi. Alors on s'est posé, on a dit voilà, on a tellement de choses à enseigner. Nos cours ils durent un certain temps et on n'a pas le temps, entre toute la théorie et toute la pratique, de tout faire. Il faudrait rajouter des stages en IMP, tellement il y a de choses. Donc on a créé cette nouvelle formation hybride depuis 2025 que vraiment est géniale et les retours des élèves sont... On n'avait que des très bonnes notes, toute ma carrière on a eu que des très bonnes notes. La moyenne générale à peu près de tous nos cours depuis toujours c'est 4,5 sur 5, c'est des très très bonnes notes. Et là on est passé à 4,7, plutôt 4,8, 4,9 même. Les gens sont extrêmement contents de la formation hybride parce qu'ils retrouvent toutes les informations en audio, en vidéo, etc. et peuvent les étudier à leur rythme. Et donc notre habitude c'était on enseigne un réflexe puis une notion, un réflexe, une notion. Vous voyez ici j'ai enseigné un réflexe et puis plusieurs notions. C'est quoi l'inhibition? C'est quoi archaïque? Pourquoi je dis primordial? Le réflexe va surgir au moment opportun, à bon escient, on dit. Si je glisse sur une plaque de verglas, mon réflexe va se réactiver. À ce moment-là, il s'active à bon escient. Si en revanche, la maîtresse me pose une question à l'école sur c'est quoi 3 x 5, et là que je me mets à activer mon Moro, ça me stresse, j'ai peur, au secours, là mon réflexe ne va pas s'activer à bon escient, parce que le but du réflexe c'est de me rattraper si je tombe. Mais si j'ai eu beaucoup de stress, soit petit, soit plus tard dans la vie, soit petit, mon réflexe ne s'est jamais vraiment bien inhibé, parce que j'ai toujours vécu avec un petit peu de stress en moi, donc il ne s'est jamais bien inhibé. Ou si il s'est bien inhibé, mais que plus tard je retrouve du stress chronique, ou des traumatismes, etc., mon corps redit là il y a un danger, il y a un stress, et il réactive les réflexes. Et évidemment, je ne suis pas en train de chuter, je ne suis pas en train de tomber, c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas à bon escient. Mais il y a raison que le réflexe s'active parce que je me sens en stress. Donc vous voyez que ça nous dit déjà qu'une des choses les plus importantes que nous puissions faire dans nos séances de travail respectives, ça c'est l'énorme apport de la théorie polyvagale, c'est d'amener de la sécurité. Alors je dis c'est le grand apport de la théorie polyvagale, c'est la théorie polyvagale nous permet de mieux comprendre et d'expliquer ça. Moi, quand j'ai fait mes premiers séminaires que j'ai suivis en 89 avec les Denison, ils parlaient déjà de ça. Première chose, dimension de la focalisation, sécurité physique. Deuxième chose, dimension du centrage, sécurité émotionnelle. Et enfin, troisième chose, je vais m'occuper de la latéralité, les yeux, les oreilles, la lecture, l'écriture. Et Paul Denison, je me rappelle, il disait très bien, si un enseignant ne s'occupe pas d'abord de la sécurité physique puis de la sécurité émotionnelle, ce n'est pas un enseignant, c'est un anti-enseignant. Donc le rôle premier de l'enseignant, c'est sécurité physique et émotionnelle. Sécurité physique, il parlait de boire de l'eau, de pouvoir faire du mouvement en classe, de aérer la classe, tout ça à l'époque. Et ensuite il disait sécurité émotionnelle, pas de jugement, pas de ceci, pas de cela, pas de critique, machin. Vous voyez, simplement la théorie polyvagale est venue expliquer tout ça avec le nerf vague, partie ventrale, partie dorsale, système sympathique, parasympathique, et d'apporter un substrat scientifique derrière le génie de Denison, par exemple. Et ce que Denison a dit n'était pas une chose exceptionnelle. Denison l'a dit, à l'époque, on était en 69 quand il a eu son doctorat, et c'était les années 70 où on a commencé à dire il faut sécuriser les enfants, il faut il faut ceci, cela. Donc il n'a pas sorti ça de son chapeau à partir de rien, c'était dans l'air du temps. Mais lui, il a fait le lien avec les 3 dimensions, latéralité, centrage, focalisation, droite, gauche, au bas, avant, arrière. Et plus tard, on a fait des liens entre ces dimensions et les différents réflexes. J'ai fait des podcasts sur les 3 dimensions, sur la latéralité, le centrage, la focalisation. J'ai même fait un podcast des épisodes de podcast, un par dimension, sur les 7 dimensions de l'intelligence ou les 7 dimensions de l'apprentissage de Denison. Donc reportez-vous à tout ça si vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler là. Je vais faire une pause, c'est-à-dire qu'on va dire que ce podcast est en 2 parties, parce que je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire sur le réflexe de Moro, parce que j'ai dévié sur d'autres concepts. Donc je vais vous dire à demain pour la suite sur le réflexe de Moro, où je décrirai plus de choses
concrètes sur le réflexe de Moreau. J'espère que ça vous a plu, cette introduction, on pourrait dire, à l'IMP, au réflexe, en partant de ce réflexe majeur de Moreau. Beaucoup de gens enseignent ce réflexe en premier dans les séminaires. Nous, on ne préfère pas l'enseigner en premier. On préfère d'abord mettre de la sécurité dans les cours et de parler d'abord du réflexe qu'on appelle le réflexe de l'étoile à 6 branches. Voilà, juste pour dire. Parce que quand on travaille avec nos clients, on ne va pas commencer à les prendre, à les faire tomber en arrière. On ne fait pas ça pour de vrai. Hein. Et de regarder le Moreau, on va d'abord travailler sur la sécurité, la stabilité et l'étoile à 6 branches, qui est un réflexe de vie. Donc voilà, je voulais juste dire ça. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à demain.